Bonjour, on se retrouve pour un nouvel entretien pour les 20 ans des éditions courtes et longues. Aujourd'hui, on va parler avec Dominique Defont-Réau. Je vous remercie beaucoup, Dominique, d'être là parce que vous êtes quelqu'un qui est très occupé. Vous avez beaucoup de responsabilités. Notamment, vous êtes chargé de mission auprès de Laurence Descartes, qui est présidente du musée du Louvre. Vous êtes aussi présidente d'un centre national, Le Point du Jour, à Cherbourg. Vous êtes, et je sais que vous y tenez beaucoup, rédactrice en chef de la très belle revue Histoire de l'art, et vous êtes aussi présidente du bicentenaire de la photographie qui va débuter là, ces prochaines semaines. Non, 2026. 2026, mais il va y avoir des réunions, c'est ça que je veux dire, les Exactement, tout à premières fait, oui, réunions, tout à fait, voilà. absolument. Mais oui, le bicentenaire lui-même, c'est l'an prochain. Vous avez, par le passé, occupé de prestigieuses fonctions. Vous avez été au Musée des Monuments Nationaux, puis vous avez été responsable du département photo du musée d'Orsay. Vous avez ensuite été au musée de la Croix, vous avez été la directrice du musée de la Croix. Et c'est, je crois, à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, parce que le musée de la Croix est dépendant, en quelque sorte, du musée du Louvre. Appartient à l'établissement public Voilà, du c'est ça. musée du Louvre. Et vous avez chargé en 2015 d'un nouveau programme qui s'appelait le programme de la petite galerie au musée du Louvre, dans le sein du musée du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce dispositif qui a disparu depuis, mais enfin qui a été très glorieux cette année-là? Oui, merci beaucoup Jean, et puis merci beaucoup de votre invitation et de votre confiance. Moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et de célébrer avec vous les 20 ans de votre maison d'édition. C'est formidable. 20 ans pour une maison d'édition, c'est vraiment le bel âge. Donc c'est formidable. Oui, en fait, à l'époque, donc c'est la fondation de cette petite galerie, qui s'appelait d'ailleurs pas à ce moment-là Petite Galerie, parce que c'est un nom que j'ai contribué à forger. C'était l'idée d'avoir au sein du Louvre des salles spécifiques qui permettaient de lier à la fois éducation artistique et présentation d'œuvres. C'était vraiment l'idée de présenter des œuvres qui étaient des vraies œuvres, des chefs-d'œuvre, pas des reproductions ou pas des mises en perspective, ou pas des moulages, ou pas, voilà, vraiment c'était l'idée d'avoir des vraies œuvres. Ce qui avait été jusqu'alors peu fait, d'ailleurs, même maintenant aussi peu fait, on était en 2015, il y a 10 ans, mais finalement il n'y a pas eu tellement non plus d'opérations de ce même type après. Donc on partait sur quelque chose d'un peu nouveau, complètement nouveau, et c'est intéressant quand on parle de quelque chose de nouveau, parce que finalement on a toute liberté, enfin on se dit après tout, c'est la première fois qu'on va mettre en œuvre quelque chose, on peut y aller. Et j'avais, avec l'accord du président du Louvre de l'époque, Jean-Luc Martinez, j'avais choisi la thématique des mythes fondateurs, qui était une des thématiques qui est dans les programmes scolaires, à la fois les programmes scolaires de l'élémentaire et du secondaire, puisque c'est à plusieurs reprises de mémoire dans les classes de CM1, CM2, puis de nouveau en 5e, puis de nouveau en seconde première. Donc ça permettait d'avoir des... Sous différents aspects, disons que ce sont les héros en quelque sorte. Voilà. Et donc ça sous différents aspects, donc c'était là, présent, et que ça me semblait très riche, parce que ça me semblait aussi pouvoir ouvrir très largement à la narration, parce que l'avantage du mythe, c'est que c'est le récit, c'est la narration, et que c'est presque d'une certaine manière le fondement du musée lui-même. Donc le projet était né comme ça, et tout de suite j'ai eu envie de deux choses qui me semblaient absolument essentielles. L'une, de ne pas se limiter à des mythes fondateurs de la sphère occidentale, ou du monde occidental entendu au sens large, c'est-à-dire du monde judéo-chrétien et gréco-romain, qui va jusqu'aux rives de l'Indus, grosso modo, et à l'Atlantique, c'est à peu près ça, mais d'aller plus loin et d'associer mes collègues du Quai Branly, mes collègues de Guimet, pour avoir aussi des mythes de l'Afrique noire, des mythes du Sépi, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou des mythes de l'Amérique du Sud. Ouvrir au monde, ou du Japon d'ailleurs, ouvrir au monde. Ça me semblait vraiment important, parce que sinon, on imposait quelque chose qui n'était, me semblait-il, pas tout à fait sérieux. Donc cette ouverture-là, assez formidable, pour moi déjà, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis l'autre élément qui pour moi était très fort, parce que j'aime ça en fait, pour être tout à fait honnête, c'était de lier au cinéma, et au cinéma de la pop culture, parce que ces mythes fondateurs ont nourri, alors là vraiment depuis le début du cinéma, je crois que j'ai oublié la date, mais je crois que le premier film consacré à Hercule et le premier à Ulysse date vraiment du tout début du cinéma. Enfin, vraiment, on a ça dans un de nos volumes qui s'appelle Les Pionniers du cinéma. Mais là, honnêtement, franchement, on n'a pas du tout attendu les années 50 pour faire ça, pas du tout. C'est vraiment, c'est la narration exemplaire, donc évidemment tout de suite
on s'en empare. Donc, il m'a semblé très intéressant de pouvoir adjoindre le cinéma avec les super-héros. Hein. J'ai un petit faible, il faut dire la vérité, pour Marvel et tout ça. Je trouve que c'est quand même assez bien. Il faut dire la vérité, c'est pas inintéressant. Moi, ça me plaît. Bien en sûr, tous bien les sûr. cas. Bah, Voilà, il y a plein voilà. de codes dedans. Il y a plein de codes très intéressants. Ouais. Puis on voit bien, hein, c'est né quand même pendant l'Amérique de la dépression. Enfin, il Ouais. se passe quand même des choses qui sont pas sans intérêt non plus. qui disent Voilà. beaucoup, notamment de la Seconde Guerre De mondiale. la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on voit bien que tous ces personnages ne sont pas du tout en dehors du monde. Et puis aussi d'une grande saga qui a porté ma génération, il faut dire la vérité, hein, qui est celle de Star Wars. Parce que c'est vrai que Star Wars me semble toujours être, mais enfin à l'époque quand je réfléchissais à ça, me semblait déjà être certainement le plus fort moment de la réinvention d'un mythe. Je pense que ce qui est absolument incroyable avec Star Wars, c'est qu'évidemment c'est pétri d'influences, et d'ailleurs George Lucas lui-même le dit, hein, pétri d'influences de toutes les mythologies, notamment de la mythologie gréco-romaine et notamment du rapport à Hercule, mais aussi du rapport à l'Odyssée, hein, ça c'est clair, il le dit lui-même, donc c'est clairement exprimé, mais il a réussi à inventer quelque chose en plus, c'est-à-dire que ça, c'est quand même assez fort, notamment dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup, alors qu'il a sans doute été prendre chez Proust, hein, je pense, mais ça, je ne sais pas, parce qu'il ne le dit pas, qui est cette idée de la remémoration. Parce qu'en fait, les premiers épisodes qu'on a vus, enfin pour nous qui avons vu les premiers épisodes avant les autres, en fait... ça passe après ceux qu'on a vus ensuite. Et moi, je trouve ça toujours assez génial, parce que ça dit quelque chose de très fort, de savoir qu'il y a une histoire derrière l'histoire. Voilà. Donc ça, c'était une volonté assez forte d'ouvrir le plus largement, d'ouvrir au monde le plus largement, et de s'inscrire dans une composante de création qui n'est pas une composante de création académique, mais une composante de création populaire, dans le sens pop culture, que j'aime beaucoup à titre personnel, et qui me semble absolument essentiel. Donc voilà comment le projet est né. Ce que je trouve moins remarquable aussi dans ce projet, c'est que finalement, souvent, ce qu'on voit pour les enfants, c'est que on a des parcours dans les salles, comme on se dit que les enfants sont des accompagnants des grands. Tandis que là, c'est une exposition qui leur est destinée et où finalement, ce sont les adultes qui sont les accompagnants. Tout le dispositif de l'exposition permettait de faire des focus, en fait, de s'intéresser. Alors, il y a des jeux, il y avait des focus, il y avait des choses qui permettaient vraiment de s'attarder aux œuvres. Un petit livret aussi. Un petit livret, oui, il y avait tas de choses comme ça. Et ce qui avait de très surprenant, c'est que vous aviez réussi à avoir un prêt au-delà de toutes les richesses du Louvre. Finalement, ce qui nous faisait tous le plus fantasmer, c'est que vous aviez le masque de Dark Vador. Oui, et je pense que c'est aussi une des choses qui était formidable dans cette exposition. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce rapport avec la culture pop et comment vous avez réussi à tout joindre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce masque de Dark Vador s'appelait le vrai masque de Dark Vador. Alors qu'en fait, je ne sais pas très bien ce que c'est que le vrai, voyez. Mais enfin bon, ça, c'est toujours pas inintéressant de se questionner sur ces notions-là. En fait, ce qui était assez formidable, c'est que George Lucas lui-même, hein, qui, comme je disais, est amateur de mythologie et lui-même collectionneur d'art, à la fois connaisseur non seulement d'art, mais aussi de collection de jouets. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très intéressé par le rapport aux jouets, non pas seulement dans l'aspect ludique, mais dans l'aspect de souligner comment le jouet dit quelque chose de la société dans laquelle il a été créé. Et évidemment, ça, on le sait bien. Hein. Enfin, c'est des choses d'ailleurs assez belles et assez passionnantes, qui ont été très bien d'ailleurs montrées aux arts décoratifs dans un certain nombre d'expositions récentes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc en fait, il avait à ce moment-là pris contact avec le Louvre parce qu'il avait à ce moment-là l'idée de la création d'un musée dédié justement à sa collection, à sa propre collection, celle qu'il avait réunie, mais aussi à la collection qu'il avait eue pour la conception des Star Wars. Parce qu'en fait, tout ça est extrêmement documenté. C'est vraiment de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les films, il n'y a pas seulement les effets spéciaux, etc. Mais, et certainement ce qui en rend la force, il y a aussi les objets, il y a aussi des dessins, il y a aussi des projections. Enfin, il y a quelque chose il y a un socle très fort dans Star Wars. C'est pour ça que c'est si fort. Sinon, ça s'étiolerait. Donc, du coup, il avait pris contact parce qu'il avait ce projet-là et que donc il rencontrait un certain nombre de personnes de musée. Et évidemment, quand il a pris contact, tout de suite, on a profité du fait
qu'on pouvait peut-être essayer d'avoir un lien par rapport à cette petite galerie. Et je dois dire, il a été, et je le remercie toujours, d'une générosité folle, parce qu'il a accepté le prêt, et puis il a aussi accepté qu'on puisse projeter une partie des films, et pas simplement des films, mais aussi de certains essais qu'il avait faits, alors même qu'il avait tout vendu à Disney, parce que maintenant c'est Walt Disney qui a la licence de tout ça. Et il a fait en sorte qu'on ne paye rien. C'était incroyable comme histoire, parce que sinon ça nous aurait coûté 25 fois le prix d'exposition, ou 50 fois, enfin je ne sais même pas dire d'ailleurs, X milliers de fois le prix de l'exposition, on n'aurait pas pu le faire. Ça c'était quand même assez formidable. Et il y avait d'ailleurs dans l'exposition, ça c'était aussi quelque chose auquel je tenais beaucoup, une salle de cinéma où on pouvait s'installer, on pouvait rester avec une programmation cinéma très variée qui jouait sur le rapport aux héros, à la fois avec des dessins animés, avec des films comme Star Wars, mais aussi avec des films plus complexes, de manière aussi à jouer sur la manière dont les héros étaient aussi vus par le cinéma d'aujourd'hui. Donc vraiment ça c'était assez extraordinaire. Alors pour l'anecdote, donc ce masque de Dark Vador arrive et il fallait évidemment, c'est une œuvre d'art aussi, il fallait le monter comme n'importe quelle œuvre d'art, le mettre dans une vitrine, enfin ça évidemment, enfin, les conditions de protection sont à peu près identiques que pour le reste. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est l'atelier de montage des objets d'art au Louvre qui a fait ce montage. Et on s'est souvent dit, avec Pascal Gouget qui est le chef de l'atelier, que si on avait fait payer à nos collègues 10 €, on serait devenu riche quand ils rentraient. Parce que c'était super drôle, c'était un moment super drôle. Tout le monde voulait venir voir, tout le monde voulait, etc. Et c'était intéressant parce que... il n'y a pas que les enfants, il n'y a finalement. pas que les enfants, bah non, évidemment. Bah non. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, cet objet est un vrai objet. C'est-à-dire, c'est là où on s'est rendu compte, trêve de plaisanterie, à part le fait qu'on n'a pas fait payer 10 €, parce qu'on avait juste évoqué, mais on s'est dit, on serait peut-être devenu riche, enfin, voilà. Mais on s'est rendu compte que c'était un véritable objet, que ça aussi, ça participait aussi à la qualité de la conception de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il était extrêmement soigné du point de vue, très ouvragé, du point de vue à l'intérieur. C'était un très bel objet. Et Pascal, avec ses équipes, qui a l'habitude de faire des montages pour des œuvres insignes, pour des coupes en lapis-lazuli de la collection Louis XIV, enfin, donc il a vraiment s'est dit, là, c'est vraiment un très très bel objet. C'est intéressant aussi de voir ça. Ça montre aussi que les liens entre culture académique et culture populaire ne sont pas seulement des liens d'iconographie, en fait, que ce sont aussi des liens d'intention, de conception, de manière d'installer la narration. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite toujours d'être rappelé, encore aujourd'hui. Alors, d'autant plus important pour nous, parce que à l'époque, Violaine Douvé-Lancel, qui était la directrice des éditions, si je me rappelle bien son titre, m'avait proposé de faire un livre qui soit en quelque sorte le catalogue ou qui accompagne l'exposition. Et ça a été pour nous l'occasion de nous rencontrer. Et je pense qu'on a... tout ce que vous venez de dire, en fait, c'est quelque chose qui résonne pour la maison, qui résonne dans notre programme éditorial et dans la manière qu'on a de concevoir et que j'ai de concevoir le rapport que les enfants peuvent avoir avec l'art et la manière qu'on peut s'adresser aux enfants pour leur parler d'art. Et finalement, on s'est rencontrés comme ça sur des terrains où j'ai l'impression que c'était comme des plaques tectoniques finalement. Vous aviez votre immense savoir et puis tout ce que vous apportiez de réjouissant, voilà, vous aviez vraiment envie d'apporter ce savoir aux plus jeunes. Et puis peut-être que moi je vous disais, oui, mais ça aussi c'est possible, ça, vous pouvez faire ces correspondances-là. Enfin voilà, il y a eu un vrai échange, il me semble. Ah oui, formidable. Moi j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, je vous remercie beaucoup. Pour moi, ça a été une découverte, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature pour enfants. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que moi-même, qui ne suis plus une enfant depuis quelque temps, je lis beaucoup de littérature pour enfants pour moi. Donc bon, je relativise beaucoup cette différence entre jeunesse, adulte. Bon, je pense que s'il y a une littérature de qualité, qu'elle soit jeunesse, adulte, bon, c'est pas forcément voilà. Moi, les âges, je suis toujours un peu inquiète parce que honnêtement, moi, j'aime ça et ça m'apporte beaucoup. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'ai ce plaisir-là, ce plaisir de raconter des histoires, ce plaisir de les partager. Donc j'étais très contente de cette proposition d'écrire un livre pour enfants, même si évidemment il n'était pas seulement pour enfants, mais enfin voilà. Ça, j'étais très contente. Et vous m'avez beaucoup aidée parce que c'est vrai que la complexité, quand on est
quelqu'un comme moi qui arrive effectivement avec forcément, hein, quoi qu'on fasse, hein, une forme de présupposé académique et on a beau essayer de s'en débarrasser, on a beau essayer de se dire je vais rendre ça accessible, mais c'est difficile parce que le mécanisme de pensée, soyons clairs, est ailleurs. Hein, Bien on ne sûr, peut bien pas sûr, faire c'est autrement. normal, Hein, c'est normal. c'est normal. Enfin, je vois pas comment. Voilà. Toute l'année, vous écrivez des Voilà, catalogues très savants. voilà, il y c'est a un moment normal. donné, on ne peut pas non plus toujours se facilement. Et vous m'avez dit quelque chose de formidable qui m'a, moi qui suis mère de famille, m'a beaucoup apporté. Vous m'avez dit, mais Dominique, faites comme si vous racontiez l'histoire à un enfant. Et du coup, ça m'a complètement libérée. C'est-à-dire que je n'étais plus dans ce rapport au savoir qui, du coup, chez moi, implique une certaine manière d'écrire et qui est difficile de m'en débarrasser. Franchement, c'est difficile. Mais j'étais dans quelque chose beaucoup plus immédiat pour moi, et en terrain connu, à vrai dire, beaucoup plus immédiat, qui était de raconter une histoire, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais toujours auprès des enfants de mon entourage. Et en fait, le livre qu'on a fait est vraiment, pour moi, un point important parce que, en disant des choses relativement simples, c'est-à-dire ce rapport aux héros et aux monstres, hein, et de montrer que les héros et les monstres sont à la fois des images, mais sont aussi intériorisés, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, et peut-être que c'est ce que d'ailleurs certainement Lucas a très bien fait dans Star Wars, c'est combien finalement, le héros est quelqu'un qui vainc ou qui ne vainc pas ses peurs. Et que la différence entre, je ne sais pas, Dark Vador et d'autres personnages, c'est pas qu'il soit moins fort ou moins intelligent, etc. Il l'est, évidemment, mais il n'arrive pas à se vaincre lui-même. Oui, c'est Voilà. ça. Et donc, je trouvais ça très intéressant de montrer aux enfants que la différence entre héros et monstre, c'est une différence très intime, en fait, très intégrée. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a associé des œuvres d'art, et des œuvres d'art de très grande qualité, hein, pas du tout des œuvres d'art, voilà, des œuvres d'art de très grande qualité, avec des dessins et avec vraiment tout un ensemble d'appareils qui vient aussi de la bande dessinée, de la culture populaire et qui était très intéressant. Et je crois que le livre a assez bien marché. Enfin, c'est pas à moi de le dire, évidemment. Il a bien marché. Il a bien marché. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, finalement, je pense que les adultes ont, en tous les cas, en France, on a une vision très patrimoniale de l'art souvent, et ce que n'ont pas les enfants. Ils n'ont pas cette prévention par rapport à l'art. Et finalement, l'art qui est leur plus proche, c'est l'art qui est le plus récent. Et ils comprennent des choses assez complexes, finalement, de manière beaucoup plus immédiate que les adultes souvent. Hein. Et ces rapports-là sont dans le livre. Et au-delà des rapports qu'on a établis, enfin que vous avez établis bien sûr, mais qui sont dans le livre, on a fait une affiche aussi pour montrer les différents rapports entre les différents chapitres du livre. Et c'était une assez grande... je pense que c'est une belle réussite. L'exposition a été une grande réussite. L'exposition a été une très grande réussite, ça, vraiment. Alors là, et le livre aussi, franchement, honnêtement, l'exposition, on ne peut jamais savoir. Hein, moi, alors là, pour le coup, ça fait longtemps que je ne dis plus jamais rien en matière de succès ou d'échec, parce que, en fait, dans la réalité, ce sont des choses qui ne dépendent pas du tout de nous et pas du tout de la qualité vraiment du projet. Sinon, ce serait trop facile. On ferait des projets de qualité, ça marcherait tout de suite. Bon, ce serait facile. Non, c'est des tas d'autres trucs qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, je pense qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi, et c'est comme ça. D'ailleurs, parfois, ça ne veut rien dire, parce que parfois, il y a des projets qui ne marchent pas à l'instant précis, qui marchent très bien après sur la durée. Enfin, c'est vrai aussi, donc, tout arrive. Mais en tout cas, celle-là, c'est une de celles qui a à la fois bien marché sur le moment et marché dans la durée, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que sans doute elle a trouvé son public à ce moment-là, parce qu'il y a eu vraiment un très grand nombre de visiteurs. Dans l'enquête publique qui avait été faite, il y avait une énorme satisfaction du public, ce qui est assez rare. Et surtout, parce que j'avais voulu mesurer ça, une très grande compréhension par le public de ce qui avait voulu être fait. Ça m'intéressait beaucoup. Parce que je ne voulais pas non plus qu'on soit dans quelque chose qui soit trop complexe à saisir. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, vous vous en souvenez, dans l'exposition et dans le livre aussi, on a fait des choses simples. C'est-à-dire le jour, la nuit, les saisons, le rapport monstre-héros, des choses simples. Je ne voulais surtout pas qu'on soit sur des choses trop complexes, même si après, ça ouvrait sur des choses plus complexes, évidemment. Mais peu importe. Mais ça, c'était intéressant. Et ça, c'était aussi l'intérêt
fait d'avoir ouvert au-delà de tout ce qui était des mythes occidentaux, gréco-latins, judéo-chrétiens, etc., d'avoir ouvert vers l'Afrique, vers l'Océanie, vers l'Amérique du Sud, etc. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des invariants. Ce rapport, le jour, la nuit, c'est quelque chose qui est partout. Et la tombée de la nuit, c'est la plus grande crainte dans toutes les civilisations. C'est-à-dire que de toute façon, il y a un mystère qui demeure, même si on sait aujourd'hui pourquoi. Hein, on sait bien, et ça fait longtemps déjà qu'on sait que la Terre tourne autour du Soleil et que donc sa révolution l'amène à ce moment-là d'être loin et que donc la nuit se fait. N'empêche qu'on dit toujours aujourd'hui que le soleil se couche et qu'il se lève, et c'est à peu près vrai dans toutes les langues, et donc comme s'il se levait, se couchait, c'est quand même intéressant, hein, mine de rien, et que l'on est toujours tous un tout petit peu inquiets, pardon, enfin je veux dire, aucun d'entre nous, celui qui dit qu'il ne l'est pas, ou il n'est pas du tout à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, pourquoi pas, bon, ça, pourquoi pas, ou il ment volontairement. On a tous une espèce d'inquiétude qui est là, ténue, mais elle est là. Cette capacité à faire des rapports très riches qu'on trouve chez Jean Clair, chez Jean-Hubert Martin, c'est quelque chose qu'on trouve dans une exposition que j'ai eu la chance de visiter, enfin que vous nous avez fait visiter, une des expositions que vous avez montées, qui s'appelle Exil, au Louvre-Lens, et qui, finalement, après avoir travaillé une fois avec vous autour de la petite galerie, pas de l'exposition, mais enfin du livre, et donc de voir en détail quand même l'exposition, j'ai perçu ce même goût pour les rapports de manière très profonde au fond. Et ça, c'est une grande richesse pour celui qui visite. C'est gentil de le dire comme ça, je vous remercie. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, je crois que je suis une femme de récit. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse finalement. La manière dont les récits se construisent, s'établissent, se transmettent. C'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, le musée est au cœur de cette histoire-là, parce que le musée est un formidable réservoir de récits. Mais je veux dire, le nombre de récits qui peuvent s'écrire dans un musée, c'est incroyable, de tous ordres. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'invite toujours les personnes à faire quand ils visitent un musée, c'est inventez votre propre histoire. Vous avez tellement d'histoires qui sont là que vous pouvez vraiment raconter ce que vous voulez d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est quelque chose effectivement qui me porte beaucoup depuis longtemps. J'allais dire depuis à peu près toujours, je crois, parce que j'ai toujours beaucoup lu. Enfin, ce rapport à la littérature, pour moi, est vraiment consubstantiel, j'ai l'impression. Enfin, je le dis comme ça parce que je vois vraiment. Je ne peux pas ne pas lire. Enfin, c'est impossible, quel que soit mon état de fatigue, mon état d'occupation. Je ne peux pas ne pas lire. C'est essentiel. Et évidemment, je suis 19e-iste et j'ai un goût immodéré, ça je le sais, immodéré, pour toutes les grandes séries, les grandes sagas du 19e. C'est-à-dire que vraiment... Et je regrette parce que je sais qu'aujourd'hui, les rocamboles ne sont plus édités. Enfin, je veux dire, les rocamboles de Ponson du Terrail ne sont plus édités, parce que je le sais, parce que récemment, j'avais un article à écrire pour un tout autre sujet, et donc je voulais citer, la dernière et en fait, il n'y en a plus. Donc, j'ai rien trouvé. Donc, j'appelle, voilà, rocamboles de Ponson du Terrail, les mystères de Paris d'Eugène Sue, la comédie humaine. Enfin, je veux dire, ça m'a profondément nourri. Comme ça n'a pas nourri que moi, ça je le sais évidemment, parce que ça a beaucoup nourri justement toute l'industrie du cinéma, des séries, etc. Mais là, s'invente quelque chose qui est à la fois tiré de ces mythes et de ces récits initiaux et qui joue sur les bouleversements immédiats et qui sont des bouleversements, ça m'a beaucoup intéressé en relisant Les Mystères de Paris notamment, de voir combien Eugène Sue, c'est pas simplement les bouleversements de l'anecdote qui est là, mais c'est le bouleversement intérieur, c'est-à-dire ce rapport de l'intériorité du récit. C'est passionnant. Enfin, moi, ça... C'est d'autant plus passionnant que finalement, il y a au 19e, peut-être plus qu'à toute autre époque, une figure qui émerge et qui est absolument essentielle, c'est celle de l'artiste. Absolument. Hein, c'est une figure qui est au centre même du débat de la société. Au centre et à l'écart, enfin au centre de l'écart, mais voilà, c'est absolument. C'est entre les deux. Entre les deux. Hein. Oui, tout à fait. Et ça a été l'objet d'un autre livre, beaucoup plus récent, puisqu'il est sorti il y a quelques mois.
pendant plusieurs années, on s'est dit qu'on aimerait bien retravailler ensemble. Ouais. Et puis, Ce qui est un bon signe. c'est un bon signe. Et puis finalement, vous m'avez proposé de travailler comme ça sur la figure de l'artiste. On a imaginé une forme qui vous permette à la fois de montrer des œuvres et puis qui vous permette aussi d'explorer la figure de l'artiste. C'est devenu ce livre avec un titre un peu iconoclaste, Je veux être riche et célèbre, je serai artiste. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci Jean. D'abord, merci de votre confiance et cette commande. Vous savez le plaisir incroyable que j'ai eu à faire cet ouvrage. Vraiment, c'était un grand plaisir. Et alors, aucune immodestie de ma part, mais je crois que je suis plutôt assez contente de ce qu'on a fait. Il y a forcément des choses qui peuvent s'améliorer. Enfin, ça, c'est évidemment, et je laisserai les autres le dire. C'est pas forcément ni à vous ni à moi de le dire. Mais en tous les cas, je trouve qu'on a réussi quelque chose qui est d'une grande originalité et qui en même temps est fidèle à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelque chose qui restait fondé sur une vraie connaissance. Là aussi, c'était un peu comme ce qu'on disait pour la petite galerie. L'idée, c'était pas d'amoindrir les enjeux de l'histoire de l'art. C'était pas du tout ça, mais c'était de les donner autrement, de manière à ce qu'ils puissent être accessibles au plus grand nombre. Ça, c'était pour moi vraiment un des points importants. Ce qui n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, pardon, je fais une parenthèse. C'est d'autant moins facile qu'on est dans une période où le documentaire sur l'art, et encore plus pour les enfants, n'est pas en odeur de sainteté. C'est pas quelque chose qui, éditorialement, marche si bien. Mais bon, c'est un petit peu l'ADN de la maison. C'est éminemment votre ADN. Et donc, on avait vraiment envie de faire ça. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Mais c'est vrai que finalement, c'est toujours presque plus facile d'écrire un texte très compliqué à l'usage de ses pairs qui connaissent la même chose. Et puis alors là, vraiment, il n'y a pas d'enjeu. Commencer à vouloir tirer quelque chose de juste, de pertinent, mais qui en même temps soit accessible au plus grand nombre, bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué, en fait, dans la réalité, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, c'est une très belle école de la pensée, de ce point de vue-là. Je trouve que d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que tous les grands historiens, essayistes, etc., se prêtent à l'écriture de livres pour enfants à un moment donné. Je pense que beaucoup l'ont fait. Oui, il y en a un certain nombre, mais je pense que c'est un bon exercice. Je pense que c'est un très bon exercice parce que ça oblige à cette manière de se replonger par rapport à soi-même. Donc l'artiste a été, pour moi c'est une figure importante, là aussi, on revient à cette inscription si forte pour moi dans le 19e siècle, si profonde, enfin vraiment, alors là, pour le coup, c'est celui que j'ai choisi il y a très longtemps et je n'ai aucun et vraiment je n'ai aucun regret. Enfin, c'est assez formidable quand même parce qu'on peut, on a parfaitement le droit de se dire finalement j'ai choisi telle période, mais finalement je m'intéresse plus à autre chose. Parfaitement juste. Moi, très sincèrement, je suis toujours très éprise de ce siècle. J'ai tendance à dire, alors ça fait évidemment rire à peu près tous mes collègues et tous mes amis, que tout y est né, ça vraiment assez vite. D'ailleurs, voilà, j'explique à peu près tout le monde qu'effectivement c'est le siècle de la naissance de beaucoup des disciplines, ce qui est quand même vrai malgré tout. C'est à la fois une petite plaisanterie de ma part, mais c'est quand même pas complètement faux. Et puis me concernant, c'est le siècle de la naissance du musée. Et pour moi, évidemment, c'est tellement important, ce musée qui est un espace dans lequel je ne cesse de m'émerveiller. Enfin, je ne suis pas du tout blasée par rapport au musée. Je ne parle pas seulement du Louvre, mais le musée comme lieu est un lieu d'émerveillement pour moi absolument extraordinaire. Donc, le lieu, l'institution. Le lieu, l'institution, ce qui rend possible, enfin, c'est formidable. Le renouveau de l'espace-temps. En fait, Georges Lucas n'a rien inventé. Le renouveau de l'espace-temps, c'est le musée. C'est le musée. Donc, pour moi, c'est vraiment assez formidable de ce point de vue-là. Et donc, l'artiste, c'était l'idée de montrer combien depuis la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, la figure de l'artiste est devenue effectivement une figure de plus en plus importante, à la fois comme créateur de son œuvre, créateur de sa pensée, mais aussi comme partenaire ou anti-partenaire de l'ensemble de la société, parce que à la fois le paria, mais aussi celui qui valorise les papes, les rois, les aristocrates, la grande bourgeoisie. Enfin, celui qui a besoin des puissants. Et c'est lui qui a besoin des puissants, mais en même temps aussi le paria. Celui qui contribue à forger la norme, mais celui qui contribue à la contester de façon très forte, et celui qui ne peut vraiment... un artiste que vous aimez beaucoup, Courbet, qui a beaucoup contesté. Voilà, exactement. Et celui qui, comme Courbet par exemple, mais comme Manet aussi par exemple, puisque les deux sont évidemment dans l'ouvrage, comme Courbet, comme Manet,
à la fois, ne peut contester que parce qu'ils connaissent très bien la tradition. Ce qui est très fort chez Courbet et chez Manet, c'est qu'ils possèdent très bien les codes. S'ils ne les possédaient pas, il n'y aurait pas de transgression, Bien sûr, il y aurait bien sûr, juste, bien je sûr. sais pas, autre chose. Mais là, ça, c'est assez formidable. Donc, je vous ai proposé ce sujet, vous avez très généreusement accepté. Merci beaucoup, Jean. Voilà. C'était intéressant. Il y a Voilà. pas de... Et l'idée qu'on a eue ensemble, parce qu'évidemment, on a beaucoup travaillé ensemble, ce qui fait que je serais bien incapable de dire là, maintenant, ce qui vient de vous, ce qui vient de moi. Enfin bon, ça, alors là, pour le coup, peut-être si on épluchait tous les mails, enfin bon, celui qui un jour écrira quelque chose pourra peut-être voir ça, mais moi, là, je suis bien incapable, j'ai un peu oublié. En tous les cas, ce qu'on avait depuis le début, c'est plusieurs choses. On avait cette idée de ne pas être chronologique, mais d'être plutôt thématique, ça nous semblait important, parce que sinon, le chronologique, ça nous aurait conduit à répéter des choses, puis à être quelque chose d'un peu plat finalement, qui n'aurait pas donné. Donc on s'est tout de suite dit qu'on était sur le thématique. Autre point qui relie avec ce qu'on disait sur la petite galerie, de présenter les œuvres et de les présenter le mieux possible. Ça vraiment, c'était l'idée, c'était que il fallait que les œuvres soient là et de façon forte. Et on est arrivé jusqu'au bout. Ça, c'est plutôt bien. Parce qu'on est arrivé avec ces portfolios qui introduisent chacun des chapitres, avec c'est vraies un doubles livre pages. à la fois par le texte et par l'image. Exactement. Il y a vraiment cette double lecture. Franchement, c'était quelque chose qu'on voulait dès le départ. Ça, je m'en souviens, on se l'était dit. Et puis, dans les thèmes, alors après, les thèmes, on les a travaillés ensemble. Il y a des thèmes qui s'imposent assez bien. Hein, celle, effectivement, de comment devient-on artiste par rapport au génie, au talent. Bon, ça, c'est évidemment des choses. Ça s'impose, mais ça s'impose finalement pour vous, pour un enfant ou pour un jeune. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'il apprend. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez raison. Finalement, la figure du génie, c'est quelque chose qu'on croit être une donnée de base, alors que tout ce que vous dites, c'est qu'il y a d'abord le travail. Bien sûr. Enfin, évidemment, c'est essentiellement. Voilà. Essentiellement. Mais vous le démontrez, vous le montrez à l'appui d'œuvres et à l'appui de noms d'artistes. Et puis qu'en fait, toute cette idée du génie, c'est une histoire que Vasari a commencé à nous raconter dès le milieu du XVIe siècle. Et finalement, c'est formidable, hein, parce qu'il y a quand même des gens, Vasari en est un, qui arrivent à mettre au point une idée qui est une idée finalement assez personnelle, hein, en fait, et que cette idée demeure au moins 6 siècles, au moins. Après, on verra ce qui se passera après, mais au moins 6 siècles. C'est quand même fort. Hein. C'est fort. Ça, c'est fort. Je trouve quand même, il faut le dire, il y a quand même, il y a une vraie, ça montre qu'il a forgé quelque chose que nous souhaitions entendre, enfin, je pense à mon avis. Hein, il y a quelque chose comme ça, oui. Forcément, parce que sinon, ça n'aurait pas aussi bien marché. Donc, cette idée dans ce rapport au génie, à la construction, ce rapport aussi, ça, on a beaucoup insisté aussi sur la manière dont les dispositifs que l'artiste a à sa main, hein, c'est-à-dire le rapport à la couleur, le rapport au dessin, le rapport aux nouvelles technologies, hein, où on a introduit à la fois la photographie, le cinéma, enfin tous ces éléments-là qui sont là. Ça aussi, c'était quelque chose pour nous qui était important, hein, de ne pas se contenter de mode traditionnel, mais d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on cite aussi bien, si je ne vois pas de bêtises, aussi bien Léonard que Pierre Huyghe, je crois. Oui, je ne peux pas dire de bêtises. Donc, voilà, on n'est pas là-dessus, on est assez éclectique et ouvert. Et on cite aussi bien, d'ailleurs, Georgia O'Keeffe que Liu Fan. Donc, voilà, donc on est aussi, là aussi, assez ouvert. Hein, ça, c'était évidemment pour moi et pour vous très, 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 très important. Et avec quelque chose qui m'a vraiment plu, qu'on a très vite déterminé, mais qu'on est arrivé à mener. Je sais pas, cette scansion avec les portfolios, on a, je crois, 4 portfolios, je ne dis pas de bêtises, avec à la fois 4 œuvres, et sur lesquelles on se concentre simplement, donc sur les 4 x 4, ça fait 16, sur ces 16 œuvres, comme ça, simplement, et avec un texte qui n'est pas un texte d'histoire de l'art, là pour le coup, mais qui est un texte de regard. C'est-à-dire en disant, c'est pas un texte où, comme en plus ce ne sont que des œuvres très très célèbres, hein, comme la Joconde, comme le bar aux Folies Bergères, ou voilà, donc ça, du coup, c'est des œuvres. On sait de quoi on parle. On sait, sur des œuvres extrêmement célèbres, sur lesquelles il est facile de trouver des éléments. L'idée, c'était pas de raconter, parce que d'abord, ça nous aurait pris plus que tout le livre, mais c'est simplement de faire regarder. De faire regarder, si je reviens sur la Joconde par exemple, faire regarder cette femme qui apparemment a l'air assez banale, mais qui finalement on se rend compte qu'elle est quand même un peu plus grande que nature, qu'elle nous regarde de manière nouvelle par rapport à son époque, parce qu'elle n'est pas de profil, mais elle est de 3/4, parce qu'elle sourit, parce qu'il y a un paysage dont on ne sait pas grand-chose, qui est à la fois un paysage réel, mais pas du tout réel en fait. On ne sait pas très bien ce que Léonard a voulu mettre dans tout ça, qui a un jeu de lumière absolument étonnant. Donc, c'est simplement ça qu'on dit. On ne commence pas à dire la date exacte à laquelle il est. Non, c'est vraiment apprendre à regarder. Voilà, c'est vraiment apprendre à regarder. Et ça, je suis très contente qu'on soit arrivé à faire ça, parce que, ne serait-ce que ça,
et ça c'est quelque chose auquel je tiens dans un livre, que ce soit pour grand ou pour petit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence grand-petit, c'est que le livre puisse être aussi être lu en le feuilletant, sans forcément rentrer dans le texte. Je suis toujours un peu ennuyée en histoire de l'art par des textes qui ne peuvent être appréhendés que parce qu'ils sont lus. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre discipline, et c'est ce que je fais beaucoup dans la revue Histoire de l'art, c'est une discipline qui associe le texte et l'image. Donc s'il faut lire seulement et pas regarder du tout les images dans le sens de les regarder attentivement, on a raté quelque chose en matière d'histoire de l'art. On n'est pas sur la discipline, on est dans une autre discipline, mais pas la nôtre. Et notre livre à nous, pour y revenir, il peut être lu, évidemment, et on peut lire l'ensemble des textes, et donc je trouve qu'on a fait quelque chose de plutôt bien. Oui, je pense que c'est voilà, à la fois très accessible, très enthousiasmant et très... Les spectateurs vont croire que je suis très organiste, non, que je suis pas, mais voilà, mais plutôt bien. Mais en revanche, on peut aussi, parce que je l'ai fait parce que je dois à nouveau le présenter, et ça me fait toujours plaisir de le présenter en public, donc j'ai re-regardé. Il se lit aussi comme ça, c'est-à-dire même si on ne rentre pas, on a ces successions des images qui disent quelque chose, parce que, par exemple, dans le premier portfolio, se voir succéder à la fois Léonard, Delacroix, Picasso, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Avoir, comme je le rappelais tout à l'heure, pas très loin dans l'ouvrage, à la fois Georgia O'Keeffe et Liu Fan, ça dit quelque chose. C'est pas ou Ingres Boltanski. Ou Ingres Boltanski, ça, vraiment, Ingres Boltanski, ça, j'en suis très contente de ça, dans le rapport à la maladresse et à la virtuosité. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et ça, ce que vous soulignez avec Ingres Boltanski, merci Jean de le rappeler, c'est un des points qui m'a beaucoup intéressée. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais vu un film d'Alain Fleischer sur la maladresse de Boltanski, parce que Fleischer et Boltanski se connaissaient très bien, ils étaient amis d'enfance, ils se connaissaient très bien. Et donc, il avait fait ce très joli film qui rappelait le rapport à la maladresse, mais la maladresse assumée aussi de Boltanski, une maladresse, pas un jugement intériorisé. Et ça m'avait beaucoup intéressée. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose là, la maladresse de l'artiste, quand elle est quelque chose d'assumé, pas quand c'est une erreur, mais quand elle est assumée. Et du coup, dans l'ouvrage, on a rapproché effectivement une œuvre de Boltanski avec une œuvre d'Ingres pour ce rapport à cette apparence de virtuosité, apparente maladresse. Et ça, j'étais contente parce que dans ce livre, qui est un livre pour enfants lecteurs, il y a aussi un peu des nouveautés d'histoire de l'art. Et ça, c'est un peu aussi ce qu'on a fait pour la petite galerie. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que c'est pour enfants, on n'aurait pas de nouveautés, on n'aurait pas de recherche. Bah non, ce serait un peu dommage. Je crois que c'est l'inverse même. Même c'est l'inverse. Voilà. l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose que je défends aussi. C'est que ne commençons pas à se mettre des barrières entre quelque chose qui serait du côté de la vulgarisation, terme que je n'aime pas, je préfère vraiment beaucoup celui de la transmission, mais qui serait donc celui du côté de la vulgarisation et celui de vraiment de la connaissance, ce n'est pas vrai. La connaissance, elle s'incarne dans tous ces éléments-là. Et ça, je crois qu'on est assez bien arrivé, avec des choses déjà dites ailleurs, déjà dites parfois par moi ailleurs, mais bon, ça, c'est pas très très grave, à vrai dire, ou par d'autres, mais ça, c'est pas non plus, c'est très bien, heureusement, enfin, on n'est pas désincarné dans l'histoire de l'art, mais en même temps aussi, des choses un peu nouvelles, comme justement ce rapport à la maladresse, ou comme aussi quelque chose, une des pages que j'aime aussi beaucoup, c'est la page où on a à la fois Peter Doig et Pierre Huyghe, que je trouve être aussi, alors des artistes contemporains, à peu près du même âge, Doig doit être un peu plus âgé de Huyghe, mais enfin pas je crois qu'il est un peu plus âgé. Enfin pas de manière, pas de manière, il n'est pas du 17e. Voilà, ils sont tous les deux à peu près quand même de la même génération. Et ce qui était intéressant, c'est qu'alors que leur comment dirais-je, leur conception et leur manière de travailler semblent complètement différentes. On s'est rendu compte en travaillant et en faisant le choix des images, puisqu'on a été très très attentif au choix de l'œuvre qu'on voulait vraiment avoir, qu'il y a des choses qui les unissent, notamment dans une sorte de rapport à la distance de l'artiste, dans les deux cas, qui induit une forme de solitude et qui induit une sorte de presque parfois de désarroi en fait, pour être tout à fait honnête. Et ça, je suis aussi assez contente de ça, parce que finalement, ça n'avait pas jamais vraiment été dit, alors qu'une fois que c'est là, on a l'impression que c'est assez évident. Et il y a une autre très belle double page où on a deux portraits, celui de Frida Kahlo, deux autoportraits, Frida Kahlo et Van Gogh, et même chose, on a deux périodes finalement pas si éloignées, mais différentes quand même.
et un homme, une femme, Mm. et qui ont un rapport à l'autoportrait qui est à la souffrance, à la douleur, enfin, toutes sortes de choses qui sont assumées dans leur peinture, mais qui en même temps donnent des choses vraiment complètement différentes. Complètement différentes, oui, complètement différentes, avec des inspirations différentes, c'est normal, hein, compte tenu de la pas très longue période, mais quand même de la période qui les sépare, de leurs origines. C'est-à-dire que là, c'est là où on se rend compte aussi hein, que même si l'un comme l'autre se sont beaucoup intéressés à la peinture occidentale et ils savent bien ce qu'ils font quand ils font des autoportraits, hein, ils sont quand même, voilà. Mais eux aussi, ils sont dans les codes. Eux aussi, ils sont dans les codes. Alors ça, vraiment, de manière assez remarquable, ce qui fait d'ailleurs leur force. Mais on voit, par exemple, c'est intéressant parce que quand... si on met Kahlo à côté d'un autre autoportrait, on a tendance à se dire « Ah, ben, elle est juste dans la rupture ». Alors que quand on la met à côté de Van Gogh, qui est aussi dans la rupture, on se dit « Ah bah non, elle n'est pas que dans la rupture, parce que finalement Van Gogh, 60 ans avant elle ou 50 ans avant elle, l'a déjà fait. Donc la rupture, c'est déjà là avant. Et elle connaît Van Gogh, Kahlo, évidemment. Enfin, elle sait que ça existe. Ce qui est intéressant là, du coup, c'est qu'en les mettant côte à côte, moi, ça m'a frappé comme ça. On se rend compte de la nature assez profondément... non seulement européenne, mais aussi, malgré tout, assez puritaine, assez néerlandaise, enfin assez batave dans ce qu'est Van Gogh, alors qu'on le dit rarement, hein, tout ça. On a quand même tellement tendance à penser qu'il est français. Hein, oui, Van Gogh, c'est un on peu le met comme... à Arles uniquement. Ouais. Van Gogh, c'est un peu comme Picasso, quoi. Voilà. Voilà. On est formidable. Enfin, Van Gogh, c'est effectivement Arles et Auvers-sur-Oise. Enfin, on est formidable. Je pense que pour Van Gogh ou Picasso, on a décidé... On absorbe, hein, voilà. Bon, même si Picasso n'a jamais eu la nationalité française, parce qu'on ne lui a pas accordé, mais on absorbe quand même. Alors que là, on se rend compte combien il y a cette intériorisation très presque puritaine, méditative, parce que ce qu'il est aussi, hein, quand même, notre ami Vincent Van Gogh. Hein, et chez Kahlo, avec cet autoportrait au singe qui est vraiment très très beau, tout ce rapport à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud, à ce qu'elle connaît de la culture populaire et traditionnelle du Mexique. Donc c'est intéressant ces rapprochements. Et là où vraiment je voulais vraiment vous remercier beaucoup, vous Jean et votre équipe, c'est que j'ai été assez parfois casse-pied, enfin casse-pied, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, j'ai été exigeante sur les œuvres que je voulais. Et parfois, vous me disiez, ah oui, mais celle-là, ça coûte un peu plus cher, on a un peu plus de mal, etc. Et je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver, est-ce qu'on ne peut pas écrire directement à la collection, privée ou publique, et puis on trouvait un moyen, voilà, et on y est arrivé d'ailleurs, hein, la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, parce qu'en fait, tout ça fonctionne parce que les œuvres sont choisies. Tous ces exemples qu'on vient de donner, si c'était d'autres, ça ne marcherait pas. Non, ça ne marcherait pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la complexité d'ailleurs d'un propos thématique, hein, que ce soit une exposition ou que ce soit un livre, c'est que les gens ont l'impression que comme c'est thématique, on peut mettre autre chose. Et en fait, non. Et en fait, le thématique fonctionne parce que les œuvres sont particulièrement choisies. Si elles ne le sont plus, bon, ça devient un peu une comparaison pour la comparaison, mais on n'en fait pas grand-chose en fait. Ça n'induit pas. Alors que Mademoiselle Rivière et les marionnettes de Boltanski, alors là franchement, ça marche. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai été un peu insistante parfois, sachant que certaines étaient complexes à obtenir, certaines pas, mais certaines, mais voilà. Mais ça, je pense que ce truc-là, dans un livre, hein, j'insiste là-dessus, et j'insiste aussi auprès des historiens d'art, dans un livre, le choix de vos œuvres, le choix de vos images, c'est pas un choix illustratif, ça doit être un choix de fond. C'est-à-dire pour moi, l'histoire de l'art, c'est vraiment, et c'est ça qui est formidable dans l'histoire de l'art, c'est ce croisement du récit et des artefacts. Et l'histoire de l'art ne peut se mettre en œuvre que s'il y a ce croisement. Sinon, c'est autre chose. Sinon, c'est de l'histoire illustrée, pourquoi pas. Mais moi, je ne suis pas historienne, donc voilà, mais pourquoi pas, à vrai dire. Ou alors, c'est de l'esthétique, mais je ne suis pas philosophe. Donc voilà, il faut aussi chacun avance avec aussi ses concepts. Si on fait de l'histoire de l'art, ça n'a de sens que dans ce rapport-là, dans ce rapport au récit, à la narration et aux artefacts. Et c'est toujours un rapport complexe parce que, comme dans le livre, on n'a que des chefs-d'œuvre. Et ce qu'on a choisi pour des chefs-d'œuvre donc plus anciens, et celui de Léonard et c'est la Joconde, donc fin 15e, début du 16e, puisqu'on sait qu'il l'a reprise plusieurs fois, et la plus récente date des années 2018, 19, vraiment, il y a vraiment très peu de temps en tous les cas, donc ça couvre quand même une période assez intéressante, mais ce sont des chefs-d'œuvre, et ces chefs-d'œuvre tous, ils excèdent le récit, tous. C'est le propre du chef-d'œuvre, c'est-à-dire que le chef-d'œuvre, il excède le récit dans lequel il est. D'une certaine manière, si je prends Guernica, qui est dans l'ouvrage, Guernica, certes, c'est quelque chose qui dit
quelque chose de l'Espagne, de la France, du monde de 1937, mais ça dit toujours quelque chose aujourd'hui. Picasso, cette œuvre de Picasso excède considérablement ce qui a pu être dit, comme l'araignée, par exemple, de Louise Bourgeois. Donc, du coup, la complexité de l'histoire de l'art, et c'est pour ça que j'aime ça, c'est que forcément, on a un continuum historique, un récit, et on ne peut pas faire autrement que de l'avoir. Mais il faut qu'on accepte qu'à chaque fois, le chef-d'œuvre nous entraîne ailleurs, et qu'à chaque fois, il nous donne à regarder autrement. Et ça, c'est une richesse pour les enfants, parce que les enfants acceptent de regarder autrement, assez facilement. Parce qu'ils sont moins, comme vous le disiez, ils ne sont pas formatés. Mais Dominique, d'accord, mais encore une fois, en tant que vous êtes quand même grande savante de toutes ces matières-là, et vous avez eu la modestie de vous couler dans ce modèle où il n'y a plus que le muscle finalement, il n'y a plus que l'image et le texte qui vient comme ça tout contre l'image. Et ça, c'est vraiment une grande richesse pour un éditeur d'avoir la joie de travailler avec une auteure qui c'est très sait faire gentil, ça. hein, moi ça me Ouais, touche beaucoup, mais c'est vraiment très gentil. Pour moi, c'est pour moi ce qui a du sens. Enfin, ouais, et vous parliez tout à l'heure de la revue Histoire de l'Art, qui est une revue que j'aime beaucoup, enfin, dont j'assume la rédaction en chef depuis, voilà, et qui est une revue, oui, importante, et qui est destinée aux jeunes chercheurs. Hein. Pour moi, c'est aussi important d'avoir ce positionnement-là. Et je suis extrêmement vigilante comme rédactrice en chef. Je sais que parfois, certains doivent trouver que bon, je prends mon rôle un peu trop au sérieux, parce que je relis absolument tel texte jusqu'au dernier moment. Le BAT est donné par moi, parce que de toute façon, il faut bien qu'il soit donné par quelqu'un. Et il m'est arrivé en BAT de reprendre des éléments parce que ça ne me semblait pas possible, voilà, et pas du tout pour censurer, hein, c'est jamais de la censure, mais parce que c'est important d'avoir cet élément-là, d'aller jusqu'au bout. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et en fait, c'est ce que j'incite les jeunes auteurs qu'on accompagne avec le comité de rédaction, qui est vraiment formidable, c'est qu'on les incite à retrouver ce que vous disiez, c'est-à-dire ce muscle, parce que un des grands problèmes, c'est que souvent dans les articles qu'on reçoit, qui sont des articles de jeunes chercheurs, c'est que c'est passionnant comme sujet, mais en fait la pépite, il faut la dégager. Et en fait, notre rôle est là. Notre rôle est presque d'être chercheur d'or. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est pas, contrairement à ce que pensent les jeunes auteurs, une question de connaissance. La connaissance, ils l'ont, et souvent sur des sujets que moi je ne connais pas, donc ils l'ont infiniment mieux que moi. Enfin, je ne discute même pas. Mais en revanche, ils n'ont pas dégagé les éléments. Et nous, ce qu'on essaye de leur apporter, c'est justement comment le dégager, comment le mettre en œuvre. Et ça, c'est une très très grande fierté de retrouver justement ce qui fait le muscle, l'articulation, ce qui construit l'ensemble de la discipline. Et la recherche est toujours inscrite dans son temps et dans sa société. Aujourd'hui, on a enfin compris qu'il n'y avait pas que des hommes qui étaient artistes, donc il y a des femmes artistes et des femmes importantes, et souvent des femmes qui ont été éloignées de la scène, mais aussi des artistes qui ne sont pas des occidentaux. On s'intéresse peut-être un peu plus à une scène mondialisée, si j'ose dire, si j'emploie ce mot qui n'est pas très joli, mais et ça c'est quelque chose qui est aussi un des éléments importants du livre. Ah oui, ça, pour moi c'était essentiel. Dans tout le livre, c'était absolument essentiel. Qui est des femmes et pas que des artistes occidentaux, mais aussi de s'adresser, ou de s'intéresser à ces sujets-là de manière particulière en n'évidant pas le sujet parce que ça fait partie de notre monde actuel. Absolument. Ça me semble très important. Alors, ça, c'est la grande force de l'histoire de l'art, c'est qu'elle est toujours une discipline de son temps. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, si j'emprunte ce joli terme des regardeurs de Duchamp que Jean Loisy a ensuite repris dans sa belle émission de France Culture, on regarde toujours avec les yeux de son temps. On regarde le Sacre de David aujourd'hui. On ne le regarde pas avec le regard des visiteurs du salon de 1808. On ne peut pas. Enfin, je veux dire, donc, malgré tout, on le regarde toujours avec la même admiration. C'est ça qui est intéressant quand même. Mais évidemment, on le regarde différemment. Donc ça me semble extrêmement important. Et c'est vrai que par rapport aux femmes, comme par rapport aux artistes, au-delà de la sphère occidentale, on voulait tous les deux qu'ils soient à la fois présents dans le livre, et d'ailleurs ils sont présents dans le livre dans un certain nombre de thématiques, mais qu'il y ait aussi 2 chapitres spécifiquement dédiés à ces sujets-là. Et qui montrent leur importance aujourd'hui, leur importance dans l'histoire de l'art, dans l'importance dans la création, leur importance aussi, si on revient sur les artistes de tous les pays, le fait aussi qu'ils s'inscrivent à la fois en lien et en contrepoint
avec cette création occidentale. Ça, c'est aussi très intéressant. Et c'est vrai que quelque chose qui moi, me porte beaucoup, et c'est que j'ai la chance d'être membre depuis quelques années de la commission d'acquisition du Quai Branly. Et je le suis pour la photographie et pour tout ce qu'ils appellent la sphère contemporaine. Évidemment, je ne le suis pas pour l'art africain ou l'art océanien, où je ne serais pas de grande aide, mais bon. Et en fait, petit à petit, ça m'a aussi beaucoup apporté à moi, parce que ça m'a montré la variété des créations. Et aujourd'hui, le Quai Branly, dans sa politique d'acquisition, a choisi non seulement ce qu'ils font déjà depuis longtemps, hein, d'acquérir des œuvres qui sont liées à la perception des arts africains, des arts océaniens, des arts mésoaméricains, etc., depuis au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXIe siècle. Mais aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il développe beaucoup, et je rends vraiment hommage à Emmanuel Casarero et à ses équipes, il développe beaucoup l'inscription dans des acquisitions contemporaines de ces pays-là. Et je trouve ça formidable. Moi, ils ont notamment acquis, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, une très belle série de Samuel Fosso. Et j'ai beaucoup appuyé pour cette acquisition. Ça me semblait essentiel qu'ils acquièrent cela, parce que ça dit aussi sa place dans un musée qui aujourd'hui est dédié sur l'ensemble des arts extra-occidentaux, mais qui l'est aussi aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'avoir des œuvres du XVIIIe, du XIXe ou du début du XXe. Fosso est dans le livre. Et Fosso est dans le livre, absolument. Voilà, c'est un photographe formidable. Un mot sur le titre peut-être, parce que ça a été une grande recherche, ce titre, et un grand débat. Je veux être riche et célèbre, je serai artiste. Moi, j'aimais bien l'idée de cette antiphrase, finalement, pour centrer ou pour montrer combien vous alliez démonter ces idées reçues sur la place de l'artiste dans le monde. Et en fait, c'est ça, ce livre. C'est vraiment une explosion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la place de l'artiste tel qu'on le connaît, mais tout ce qu'on ne sait pas de lui, tout ce qu'on ne sait pas de son atelier, tout ce qu'on ne sait pas de sa création à l'extérieur, tout ce qu'on ne sait pas du fait que ça n'est pas forcément uniquement un homme, tout ce qui fait que... enfin, plein de choses que vous... Et surtout sur le travail. Ça, encore une fois, c'est vraiment sur le positionnement dans le travail, le positionnement dans la société. Tout ça, ce sont des choses vraiment essentielles et qui nous permettent quand même de regarder finalement l'ambition de l'enfant autour de la richesse, la célébrité, la sphère de l'influence. Hein. Je veux être influenceur, influenceuse et gagner plein d'argent comme ça. Voilà, mais finalement, on n'est pas artiste. Et vous recentrez vraiment le débat autour de ça. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très profitable dans ce livre. C'est que vous donnez de la dignité à l'artiste, vous lui donnez tout ce qu'il est. Et où vous remettez en scène tous les atouts, toutes les qualités, tous les défauts qu'on peut avoir quand on est artiste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... est au fondement du livre. Oui, tout à fait, ça me semble important. Alors c'est vrai que le titre, on a beaucoup débattu, je le dis. Je n'étais pas tout à fait convaincue de ce titre, parce que j'avais envie de quelque chose peut-être finalement classique, je ne sais pas si c'est le terme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà. Mais je pense que vous avez bien fait. Mais on a beaucoup débattu. Oui, ça a été long. Et ça a été long parce que je voulais, voilà, parce que c'est important aussi. Hein, quand je dis ça, c'est essentiel. Un titre, c'est vraiment important. Je le sais bien. Et c'est vrai que je me suis dit que vous aviez raison, ne serait-ce que maintenant quand je le vois sur les étagères des librairies, du coup, il est tout de suite là. On a envie de le prendre. Et c'est vrai qu'il a beaucoup intrigué. Alors, ça m'a amusé parce que j'ai eu des remarques très intriguées de certains de mes collègues et amis, mais c'était bien, c'était bon signe qu'ils aient ces remarques-là. Donc vraiment, le titre, c'est une bonne idée, même si effectivement, il joue complètement en antiphrase par rapport à ce qu'on dit, puisque évidemment, être artiste, c'est tout un travail. On commence comme ça. Première phrase, c'est de dire ça. Donc tout de suite, on comprend que c'est l'inverse. On est au mauvais endroit. On est au mauvais endroit. Mais c'est bien. De ce point de vue-là, c'est bien. Oui, moi, ce qui me semblait important, c'était justement... à la fois de prendre en considération le mythe vasarien, enfin cette histoire d'études qui valorisent l'artiste, mais aussi d'en montrer les zones d'ombre, ce que Vasari, évidemment, lui, s'attache à ne pas faire. C'est-à-dire que
je voulais aussi montrer combien être artiste, c'était parfois aussi un renoncement aux autres, un renoncement à soi-même, un renoncement aux attachements qui nous fondent les uns et les autres. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui, pour moi, était important de dire, sans s'appesantir, mais on est respectueux dans ce livre, très respectueux et très admiratif des artistes, mais voilà, on laisse entendre aussi que tout ça ne se fait Ne pas se fait sans pas difficulté, bien sûr, bien sûr. sans parfois zone d'ombre, parce qu'il y en a pour beaucoup d'entre eux, ou presque pratiquement pour tous peut-être, et que cette histoire qui s'écrit n'est pas une histoire facile, y compris même dans le rapport à l'intimité, parce que finalement, euh, tous les artistes que je connais bien, quand je dis connais bien, pas pour les avoir étudiés, se sont beaucoup heurtés aux propres difficultés des liens avec les autres, enfin, et des liens Bien avec sûr, eux-mêmes bien d'ailleurs, en sûr, fait, bien dans sûr. la réalité. C'est toujours, C'est toujours, c'est une des vraiment constantes. une des constantes. Il y en a, je pense que d'ailleurs, s'ils ne se heurtaient pas comme ça, peut-être qu'ils feraient autre chose. Hein. Ça vient aussi de cette grande difficulté qu'ils ont à retrouver tous ces éléments-là. Et ça, on le laisse, on n'a pas passé sous silence. Non, Hein. non, Je veux dire, non, non. c'était pas, on n'a pas voulu justement gommer toutes ces zones d'ombre. C'était pas le sujet Et du c'est en projet. cela que c'est aussi le muscle C'est aussi le essentiel. muscle. Effectivement, on retrouve cette espèce de puissance-là. Un dernier mot peut-être pour vous en tant que présidente du bicentenaire de la photographie, puisque on en a beaucoup discuté quand Absolument. ça a été pour moi le moment de mettre les dernières touches aux mémoires de Pierre Apraxine, qui est une figure importante du monde de la photographie, et voilà, et on a pu échanger. Les quelques échanges qu'on a eus ensemble m'ont aussi orienté sur certaines compréhensions de la figure de Pierre, même si évidemment je l'ai fréquenté longtemps et qu'on a eu de très très longues conversations ensemble. Mais voilà, dites-nous juste quelques mots de Pierre. Oui, bien sûr. Alors d'abord, Jean, bravo pour ce que vous avez entrepris en éditant ces mémoires de Pierre, en lui rendant cet hommage, mais par lui-même. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre ouvrage, c'est que c'est lui-même qui parle, et c'est jamais facile. Donc bravo pour c'est jamais si simple de laisser la personne parler, parce qu'il faut écrire quelque chose, et écrire quelque chose qui se tienne. Donc c'est jamais si simple. Ça, je le sais par expérience. Pierre Apraxine, c'était quelqu'un de formidable, parce que c'était quelqu'un qui avait à la fois une très grande hauteur de vue, et pas simplement parce qu'il était très grand physiquement, mais c'est quand même, c'est vrai, mais une très grande hauteur de vue, et en même temps une vraie générosité. C'est-à-dire que moi, je me souviens être allée le voir à New York il y a maintenant longtemps, et il m'avait très gentiment reçu en m'ouvrant la collection de la Gilman Paper Company. À ce moment-là, on n'avait pas encore rejoint le Met, et il m'avait très gentiment ouvert les boîtes, et vraiment on avait échangé. C'était au moment où je réfléchissais déjà au rapport entre Courbet et la photographie, donc on avait échangé sur notamment le rapport au nu, le rapport à la figure de l'artiste. Vous voyez que c'est chez moi, ça vient de loin cette histoire-là, la figure. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a joué un rôle essentiel pour la connaissance de la photographie. Voilà, ce qui était très intéressant avec Pierre Apraxine, c'est qu'il était à la fois très américain, très européen, les deux, très à l'aise dans la société new-yorkaise, dont il était une des figures. Absolument, oui. Des figures, oui, tout à fait remarquables. Et puis en même temps très à l'aise quand il était en Europe, d'abord parce que c'était un polyglotte incroyable, donc il parlait je ne sais plus combien de langues avec une aisance formidable. Moi, je suis toujours bluffée par ce type de personnes qui arrivent à cela. Et c'était aussi quelqu'un qui avait un regard, vraiment, et un regard qui n'était pas qu'un œil. J'aime pas toujours dire l'expression de l'œil en histoire de l'art. C'est toujours quelque chose dont je me méfie un tout petit peu, parce que si on ne le corrèle pas avec d'autres éléments... C'est tout à fait vrai. Ça peut être je m'en méfie un petit peu, voilà, compris, oui, tout petit peu, puis ça rejoue sur cette idée de don. Alors tu l'as pas. Alors si tu l'as pas, du coup t'es renvoyé je ne sais pas où. Je pense que j'aime mieux cette idée de regard, parce que le regard embrasse plus largement que l'œil. Enfin bon, ça peut se discuter, mais c'est comme ça que je le perçois. Et lui, vraiment, c'était vraiment un regard, c'est-à-dire que il était capable de décerner dans un ensemble ce qui faisait sens. Il avait la capacité non seulement, quand il acquérait pour la Gilman Paper Company, non seulement d'acheter des très belles épreuves, mais ça à la limite
pas n'importe qui, mais beaucoup de mm. gens auraient pu le Oui, faire, oui, oui, voilà. Mais de trouver celle qui tout d'un coup faisait sens, enfin, y compris en achetant des albums de famille. Par exemple, quand il avait acheté des albums de famille de la famille impériale russe, mm. franchement, à l'époque où il l'a fait, c'est-à-dire fin des années 80, si je ne me trompe pas, c'était pas quelque chose qui était tellement évident. Aujourd'hui, Non. beaucoup plus. Il Mais était voilà. sensible pour ses origines, Mais en c'était pas effet, seulement ça. non, non, bien Voilà, sûr, c'était pas seulement ça. il l'aurait pas fait. Non, sinon. non, il l'aurait pas fait sinon. Donc, franchement, il y avait chez lui cette capacité, non seulement la belle épreuve, qui bien sûr est importante, mais aussi de débusquer quelque chose qui était plus fort que ça, qui allait au-delà, qui donnait à voir quelque chose de plus grand. Et puis, sa grande générosité, enfin, dans l'échange, c'est quelqu'un qui était avec tout le monde, toujours aimable, tempérant, attentif, ne se laissant jamais prendre dans les enjeux complexes des uns et des autres. Hein. Il restait toujours à distance de ça, toujours Il d'une avait d'une une grande grande générosité, voilà, diplomatie très aussi grande de diplomatie, se mettant toujours à distance. Et c'est formidable que cette collection qu'il a créée et soit aujourd'hui publique, hein, puisque on peut le dire hein, pour tous ceux qui nous regardent, c'est que c'est facile de la retrouver, hein, puisqu'elle est sur le site du Metropolitan Museum. Donc vraiment, on peut avoir accès à toutes les épreuves qu'il a acquises. C'est quand même formidable. Oui, Hein, ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Hein, enfin, pour la connaissance, pour le goût, pour tout, c'est formidable. Et qu'elle est là. Et que du coup, on peut en avoir toute l'ampleur. Et c'est pas si simple. Il n'y a pas tant de gens dans les grands collectionneurs comme ça, dans les grands personnages de l'histoire privée des arts qui étaient si attachés à cette À la transmission. absolument. Franchement, Absolument. il y Pour en lui, a, c'était hein, essentiel. évidemment, c'est toujours pareil, mais pour lui, essentiel. c'était essentiel. Sinon, ça n'avait pas de sens. Enfin, il n'était pas, c'était pas un coffre-fort. Ça n'avait Non, aucun non, intérêt. C'était pas un asset. Enfin, c'était pas un bien. C'était pas un coffre-fort. C'était quelque chose qui n'existait que parce qu'il devait être transmis. Donc là, aujourd'hui, elle est au Met depuis déjà quelques années et parfaitement accessible. C'est assez facile de l'avoir. Et alors, une chose que je voudrais juste ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit et pour conclure, parce qu'une chose était importante pour Pierre, c'était les images qui faisaient ciment. Oui. Celles qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre absolus, mais qui permettaient d'être juxtaposées à d'autres et de mieux comprendre, de permettre de mieux comprendre d'autres images peut-être plus importantes. Et moi, je crois que certaines des œuvres que vous avez choisies à la fois pour la petite galerie et pour notre livre Je veux être riche et célèbre, je serai artiste, ont ce rôle-là, ont vraiment cette fonction-là. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans l'approche quasi pédagogique, ou en tous les cas, là aussi, de transmission. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Et merci de cet entretien. Merci à vous de votre confiance et de notre échange. C'était un plaisir comme d'habitude. Et au troisième livre. Ouais. Et à bientôt pour le troisième livre. Exactement. Exactement. Au revoir. Au revoir.